Salut toutes et toutes, c'est Spartlou de la chaîne Spartloodcast pour le récap numéro 2 du 25 septembre. J'espère que vous allez bien. Et juste avant de commencer, j'aimerais juste m'excuser parce qu'il n'y a pas eu de récap la semaine dernière. J'étais malade, donc j'ai pas pu avoir suffisamment d'infos et suffisamment me renseigner donc sur les infos, et donc il n'y aura pas de rattrapage donc quand je serai absent. Mais bon, ce n'est pas grave parce que le programme d'aujourd'hui est complètement fou. Il y a beaucoup de choses à dire et à expliquer. J'ai plus de 1000 mots, 1321 mots précisément dans mon texte. Commençons avec la première news, l'ouverture des frontières américaines. Commençons. Les États-Unis vont autoriser l'entrée sur leur territoire aux voyageurs vaccinés contre la Covid-19 en provenance de l'Union européenne et du Royaume-Uni, levant des restrictions mises en place en mars 2021. Les frontières américaines sont fermées à des millions de voyageurs internationaux, qu'ils soient testés ou vaccinés, ce qui est un peu triste. Depuis mars 2021, ou 2020, excusez-moi, une situation qui a provoqué une impatience croissante chez les Européens, notamment en causant des situations personnelles et familiales douloureuses. Alors, je me suis renseigné un peu sur les problèmes que ça pouvait poser. Il y a même eu quelques divorces à cause de cela, ou des couples qui plus aussi bien. Enfin, c'est un peu compliqué et je comprends pourquoi. Un contexte de très grande tension. L'Union européenne, excusez-moi, l'Union européenne avait certes annoncé le 30 août le retour des restrictions aux voyages non essentiels vers son territoire depuis les États-Unis, mais en laissant aux États membres la possibilité de lever l'interdiction pour les personnes totalement vaccinées. L'annonce américaine, si elle était confirmée, parce que ce que je ne vous ai pas dit, excusez-moi, c'est qu'elle n'est pas encore officielle. Si elle était confirmée, interviendrait dans un contexte de très grande tension entre les États-Unis et la France. J'ai pas pu vous le mettre dans le récap de la semaine dernière. Donc, et la France dans une affaire de vente de sous-marins à l'Australie. Voilà, ça je vais pas vous le dire, excusez-moi. Passons maintenant à la prochaine news qui parle d'une éruption aux Canaries, et c'est officiel maintenant, en tout cas presque. Pourquoi le nuage donc de dioxyde de soufre n'est pas inquiétant pour la France? Commençons. Suite à l'éruption volcanique aux Canaries, un nuage donc de dioxyde de soufre survole la France ce vendredi. Un phénomène qui ne provoque pas d'inquiétude majeure pour l'instant. L'éruption du Cumbre Vieja dans l'archipel des Canaries provoque d'importantes fumées acides de dioxyde de soufre, un composant pouvant en forte quantité, d'après ce que j'ai compris, provoquer l'irritation des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires. Donc, en gros, ça englobe des toux, des gènes respiratoires et des troubles asthmatiques. Donc, voilà. Le nuage qui s'est formé donc remonte vers le nord et s'invite en France en cette fin de semaine, donc de vendredi à dimanche. Le panache, déjà présent ce jeudi, en très faible concentration sur le sud de la France, passera au-dessus du pays entre ce vendredi et lundi, donc début peut-être de semaine prochaine. Précise le service européen de surveillance de l'atmosphère qu'on appelle Copernicus. Le nom n'est pas terrible et j'y suis pour rien. D'après les prévisions, l'ouest de la France devrait être épargné. Et même dans les zones qui seront survolées, notamment l'Occitanie. Voilà. L'inquiétude n'est pas de mise. Comme le dioxyde de soufre est principalement transporté en haute altitude, l'impact sur la météo et la qualité de l'air à la surface sera probablement très faible. La majeure partie du dioxyde émis se trouve plus haut dans l'atmosphère, en particulier lorsque l'on s'éloigne de la source, et pourra être visible sous la forme d'une légère brume dans le ciel. Précisons donc chez Copernicus, le nom est horrible. Excusez-moi, c'est mon avis. Le nuage ne représente donc pas de danger pour la France. Le nuage ne représente pas de danger pour la France. Nous suivons sa trajectoire, mais sans enjeu particulier, confirme Alix Rouméniac, présidente de Predict Service, la filiale à risque donc de Météo France, donc qui est la météo, bon, vous savez ce que c'est. Le risque de retombées acides semble écarté pour le moment, mais le nuage de dioxyde ayant peu de chance, vu son habitude d'entrer donc en contact avec des nuages de pluie. Oula, c'était long. Excusez-moi, mais il fallait bien une news bien compacte.
c'est la fin de la news. Passons à la prochaine. C'est sur le Covid-19 et première fois qu'on en parle, donc pour l'instant, quoique non, lors de la première news, mais sinon c'est la première fois qu'on en parle. En France, c'est sûr donc, le masque ne sera plus obligatoire dans certaines écoles, dans certains départements. Et commençons. Le taux d'incidence devra être inférieur à 50 pour 100 000 habitants depuis 5 jours, à partir donc du 4 octobre. Le pass sanitaire est lui maintenu dans tous les départements pour le moment, mais ça pourra peut-être changer. Mais à partir du lundi 4 octobre, l'obligation de porter le masque à l'école primaire sera levée dans les départements où le taux d'incidence du Covid-19 sera inférieur à 50 pour 100 000 habitants depuis 5 jours. Annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Mercredi 22 septembre, à l'issue du Conseil des ministres, le protocole scolaire passera en niveau 1, a-t-il expliqué. Les jauges qui s'appliquent dans certains établissements recevant du public seront levées dans ces mêmes départements, a également annoncé M. Attal, en affirmant que le port du masque, notamment pour les plus jeunes enfants, est loin d'être anodin. Ces mesures vont dans le sens de nos priorités, a-t-il ajouté. M. Attal a précisé que la levée des jauges concernerait les espaces culturels, notamment les salles de concert, debout, ainsi que les discothèques, mais que la liste des établissements serait donnée ultérieurement, donc plus tard. Il a par ailleurs confirmé que le pass sanitaire sera obligatoire chez les jeunes à partir de 12 ans et 2 mois dès le 30 septembre, et que les tests Covid-19 seront payants à partir du 15 octobre. Déjà presque 7 minutes de vidéo, et on est à la moitié un peu plus que la moitié. Alors ouais, c'est la dernière news, donc c'est cool, mais ce sera long à monter tout ça. Bon, continuons à la dernière news. Ça sert à rien de s'inquiéter sur ce que je vais dire. Ah non, c'est pas la dernière news, excusez-moi, c'est l'avant-dernière news. On va parler, c'est rien de s'inquiéter, sur des coronavirus proches du SARS-CoV-2. C'est comme ça que c'est marqué dans mon texte. Découvert donc chez les chauves-souris au nord du Laos. Sauf que cette news a l'air très longue. Mais bon, allez. Un des virus analysés par des chercheurs de l'Institut Pasteur présente la plus grande similitude génétique connue à ce jour avec l'agent infectieux responsable du Covid-19. La découverte ne résout cependant pas l'énigme de son origine. Existe-t-il des chauves-souris porteuses de coronavirus précurseurs directs du SARS-CoV-2 ? C'est moi ce qui est marqué, excusez-moi si c'est pas vraiment ça. Reprenons. Est-il possible de remonter au virus animal qui a contribué à l'émergence de l'agent responsable du Covid-19 ? Un article publié le 17 septembre sur ResearchGate, site de prépublication des revues du groupe Nature, même s'il doit encore passer par le fil de la relecture par les pairs, fournit à cet égard des éléments importants. Depuis l'émergence de ce nouveau virus humain, de nombreuses espèces animales ont été étudiées afin d'identifier de possibles réservoirs naturels ou hôtes intermédiaires. Des études ont montré que le SARS-CoV-2 partage une proximité génétique avec des coronavirus hébergés chez des chauves-souris insectivores, celles du groupe des, excusez-moi du nom, Rhinophilus. Excusez-moi, même si j'ai lu le texte avant de commencer, je ne me fais toujours pas. Continuons. Les chercheurs de l'Institut Pasteur du Laos se sont intéressés aux Rhinophilus vivant dans des reliefs karstiques abritant donc des grottes servant de sites de reproduction à cette espèce. L'analyse de prélèvements rectaux de chauves-souris, excusez-moi du terme, capturés entre juillet 2020 et janvier 2021 a ensuite permis à l'équipe dirigée par Marc Eloit de l'Institut Pasteur de Paris d'identifier des coronavirus génétiquement très proches du SARS-CoV-2. Bon, passons à la dernière news de ce récap du 25 septembre. Je tourne ça le vendredi soir à 20h30. Voilà pour l'info. Bon, alors cette news, c'est celle qui me plaît plus. C'est parti.
Donc la news, c'est sur les élections présidentielles allemandes. Je ne pense pas que ce sera la seule news qu'on aura ce mois-ci à propos, mais bon, c'est comme ça. Commençons un peu sur les repères de manière générale. Les Allemands donc, ont rendez-vous avec les urnes dimanche 26 septembre, donc dimanche. Donc il y aura une news, je pense, le samedi d'après, sur les résultats. Pour élire donc un nouveau chancelier, en même temps qu'ils renouvelleront leur parlement fédéral, le Bundestag, je ne fais pas allemand, LV2 pour ceux qui veulent le savoir. Mais je crois que c'est pas intéressant, donc je vais continuer. Mode de scrutin des élections fédérales allemandes, force en présence, favori ou challenger, voilà la base pour comprendre le basculement de l'Allemagne dans l'ère post-Merkel. Comment le Parlement allemand est donc élu? Voilà, je vais rajouter ça pour que tout le monde comprenne. Comme tous les 4 ans, les Allemands élisent dimanche 26 septembre les députés du Bundestag, la chambre basse du Parlement. Ces élections au suffrage universel, direct, renouvellent la totalité des 709 sièges, mais désignent en même temps le futur chef du gouvernement fédéral, le chancelier ou la chancelière, traditionnellement issu de la famille politique qui arrive en tête. C'est le président de la République fédérale, aujourd'hui le social-démocrate Frank-Walter Steinmeier, qui demande aux nouveaux députés de confirmer le chef de l'exécutif en conformité avec les résultats. La détentrice de la fonction Angela Merkel ne se représente plus après avoir exercé 4 mandats. Dimanche soir, 26 septembre, au moment des résultats, un peu après 18h, les Allemands auront donc un nouveau chancelier. Pourquoi les Allemands disposent-ils de 2 voix? Sur leur bulletin de vote, les citoyens allemands pourront cocher 2 cases. Dans la colonne de gauche, ils doivent classiquement choisir un nom parmi les candidats de leur circonscription. Celui qui arrive en tête remporte nécessairement le siège. Passons maintenant à un peu tous les candidats en lice et leur cote, donc des sondages en quelque sorte. Donc il y a le social-démocrate, le SPD, Olaf Scholz, l'actuel donc vice-chancelier et ministre fédéral des Finances, fait office de favori pour succéder à Angela Merkel. Les sondages sont pour lui autour de 25%. Le chrétien-démocrate CDU, Armin Laschet, est à la peine. Malgré le soutien appuyé d'Angela Merkel, il a du mal à réunir plus de 20% des intentions de vote, mais promet de remonter alors qu'un électeur sur 4 n'a pas encore fixé son choix. La candidate des Verts, donc écologie, Annalena Baerbock, dit Gronen, pourrait s'attendre à 17% des suffrages, ce qui en ferait un partenaire de coalition quasi incontournable. Le parti libéral FDP, excusez-moi du terme, ça n'a aucun rapport, de Christian Lindner et le parti d'extrême droite AfD, Alice Weidel et Tino Kruppala sont au coude à coude autour de 11%. La gauche de Die Linke, Janine Wissler et Dietmar Bartsch est donnée donc à 6%, ce qui est le plus faible suffrage. C'est fini. Presque 15 minutes de récap, c'est énorme. Excusez-moi de la durée. J'avais beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. Et donc on se retrouve normalement, s'il n'y a pas une vidéo spéciale avant. J'espère qu'elle arrivera avant, mais je ne suis pas sûr. On se retrouve au prochain récap. Donc si normalement tout est normal, si je ne suis pas malade, du 2 octobre. Bye, c'était Spartlou. A plus.